merci aux organisateurs, Claire Georges, d'abord d'avoir pris l'initiative de cette journée et puis de me faire l'honneur de me permettre d'y participer. Alors évidemment sur un registre différent, je ne vais pas vous raconter mon expérience d'usager du système de santé, même si elle est de plus en plus intense, mais essayer de replacer les questions qui se posent au cours de cette journée dans la perspective collective. L'humain, c'est bien sûr l'individuel et fondamentalement le système repose sur ce rapport entre des personnes, qu'ils soient professionnels de santé ou usagers ou personnes malades, mais c'est également le fruit d'un système collectif. L'humain, c'est aussi la communauté, c'est aussi l'ensemble, c'est aussi le système qui s'est organisé pour essayer de répondre à ces difficultés. Et quand on regarde l'évolution du système de santé, je crois qu'on a un certain nombre d'éléments qui montrent combien cette relation individuelle a du mal à se déployer si le système collectif dans lequel elle s'inscrit n'est pas adapté ou est insuffisant ou est inapproprié, et donc où la question du soin est une question éminemment politique, au sens le plus profond, le plus radical du terme, et c'est ce que je vais essayer d'évoquer à travers quelques évolutions du système de santé. Alors, on peut repartir de cette, si on veut faire le cadrage général du système, du préambule de la Constitution de 1946, d'abord parce que l'année prochaine, on fêtera les 70 ans de ce texte sublime, ensuite parce qu'il est le fondement de tout le système de santé en France. Vous savez, ce préambule, une phrase toute simple qui dit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Alors c'est une belle phrase, écrite dans un contexte historique très particulier, mais c'est une phrase qui est éminemment difficile à mettre en œuvre, à rendre concrète. Alors si on veut se placer du point de vue de l'usager, du patient, de l'individu, quelles sont les grandes composantes, me semble-t-il, de cette mise en place de la protection de la santé par un système collectif et pas par l'intervention d'un individu? Premièrement, c'est évidemment les droits individuels, ceux qui ont été reconnus, consacrés, un petit peu mis en avant par la loi du 4 mars 2002. C'est évidemment tout à fait important. C'est également les droits collectifs, c'est l'intervention des représentants des usagers, des associations, de toutes les formes d'organisation qui vont peser sur le système au sens vrai du terme, c'est-à-dire qui vont exercer un poids, une puissance, une action, que ce soit à travers les plaintes, les réclamations, et j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Jean Vils, que ce soit à travers des exigences syndicales, des exigences politiques, des interventions dans le débat public. Troisième domaine, ce sont les droits sociaux. Parce que l'on voit bien que pour entrer dans ce système, et le film en est une illustration évidente, s'il n'y a pas un système social qui permet de disposer de droits à l'assurance maladie, de droits à la protection sociale, de droits au financement de la prévention ou des soins, de droits à l'accompagnement, eh bien, le système de santé est extraordinairement inégalitaire, ne s'adresse qu'à une partie de la population et ne remplit donc pas sa mission de protection de la santé pour l'ensemble de la collectivité. Et puis, la quatrième composante, c'est évidemment la qualité du système de santé. Si on est dans un schéma, et je pense à un certain nombre de pays dans lesquels on a des droits sociaux, on a un système de santé, si on a une organisation qui produit des soins de qualité très contestable, des listes d'attente, des conditions de prise en charge qui sont très variables, on est également dans cette difficulté. Alors quand on regarde le système de santé français à l'aune de ces préoccupations, qu'est-ce que l'on peut constater? Qu'on a une évolution du système qui, je dirais, a été portée par des tendances constructives, qui sont des tendances assez fondamentales, et je crois qu'il ne faut pas oublier, parce que je vais dans un deuxième temps parler de ce qui me semble être extraordinairement menaçant pour le système, un risque de déconstruction du système, mais il faut quand même avoir en tête ces tendances constructives qui, depuis plus d'un demi-siècle, ont permis l'élaboration d'un système de santé tel que nous le connaissons ou que nous l'avons connu. Alors, le premier volet de la première tendance, c'est celle qui a été, je dirais, la plus présente de 1945 aux années 1980, c'est le développement de l'offre de soins, c'est-à-dire l'accès territorial.
faire en sorte, il faut se souvenir des écrits des années 50-60, faire en sorte que chacun puisse accéder, puisse avoir médecins, infirmiers, dans médecine de ville, des structures hospitalières. Et d'ailleurs, on en a surtout parlé à travers les structures hospitalières. L'objectif, c'était d'avoir un établissement hospitalier par circonscription. C'est pour ça qu'on a inventé la carte sanitaire. La carte sanitaire, ce n'était pas pour restructurer, pour fermer des hôpitaux, c'était pour en ouvrir et en développer, pour que chacun puisse être à proximité d'une structure hospitalière. Et d'une certaine manière, cet effort a été marqué. Deuxième tendance dans cette construction, ça a été les tentatives, je dirais tentatives parce que ça n'a pas complètement échoué, mais ça n'a pas connu tous les aboutissements qu'on pouvait attendre, les tentatives contrariées de la médecine collective. Je rappelle qu'en 1945, il y a les grandes ordonnances sur la protection maternelle et infantile, qu'il y a les textes, les développements de la santé scolaire, de la santé au travail, le développement à partir de quelles années des dispensaires, avec dans les années 80-90 bien des débats autour de ces questions. Il y a eu une véritable tentative d'organiser une médecine plus collective, plus socialisée, qui a encore une fois donné d'excellents résultats. La PMI est toujours citée en exemple dans les colloques internationaux, mais qui a assez vite buté sur le développement d'une médecine de ville libérale et ce grand mouvement qui pouvait être attendu a finalement été plus restreint. Ensuite, troisième évolution, c'est évidemment l'expansion, j'allais dire l'explosion de la médecine libérale, qui est également un constat assez considérable. Je rappelle quand même que le nombre de médecins, et une grande partie s'est concentrée sur le secteur libéral, a été multiplié par 7 entre 1945 et les années 2000. Et donc, ça a complètement transformé le système avec un certain nombre de conséquences, et notamment la proximité du médecin de ville ou des professionnels de santé de ville. Et puis, cette évolution a un petit peu été freinée lorsque un certain nombre de difficultés de planification sanitaire se sont développées, puisqu'on a pu organiser le système de santé sur le secteur hospitalier avec des difficultés, mais enfin, ça s'est en gros réalisé. Ça a été beaucoup plus difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. On en reparlera de la médecine de ville. Deuxième développement, c'est le développement de l'assurance maladie. C'est l'accès social aux soins. Et c'est quelque chose qui va cheminer en parallèle. Et on sait bien que si le nombre de médecins en médecine de ville s'est développé, si un certain nombre de services de médecine collective ou des hôpitaux sont développés, c'est parce que collectivement, les personnes ont accepté de consacrer de plus en plus de leurs ressources au financement d'une assurance maladie. Je rappelle qu'on augmentait les cotisations sociales tous les 2 ou 3 ans pour permettre à l'assurance maladie de se développer et qu'on est passé, grâce à cet effort consenti par les générations qui nous ont précédés, à une dépense de santé qui, pour les soins, est passée de 2,5 points de la richesse nationale à aujourd'hui 9 points. C'est quelque chose d'assez considérable. Et c'est cet effort social qui s'est traduit par la mise en place d'une généralisation, même s'il a fallu attendre 2000 et la CMU pour que l'assurance maladie soit universelle, sous réserve des difficultés de l'application de l'aide médicale d'État ou de l'accès aux soins urgents pour les étrangers en situation irrégulière, on le sait bien. Alors, ce développement social, il a été assez remarquable par son impact, et on pourrait raconter l'histoire des affections de longue durée de 1945 aux années 80 pour montrer combien les étapes se sont faites par franges successives. Elles ont laissé, ces évolutions ont laissé des trous, des lacunes, d'abord par des disparités entre les régimes de protection sociale, et puis les lacunes dans l'accès aux soins, simplement parce que les droits sociaux ne suffisent pas. Il faut aussi qu'il puisse y avoir une accessibilité aux droits, qu'il puisse y avoir un accompagnement social pour que ceux qui peuvent bénéficier de droits sociaux en bénéficient véritablement. Et même dans ce cas-là, l'exercice des droits sociaux n'est pas complètement assuré dans la mesure où il peut y avoir des réticences, des refus de soins ou un certain nombre de difficultés qui se rencontrent. Et d'une certaine manière, moi je crois qu'il ne faut jamais oublier, puisqu'on est dans la journée consacrée au travail et au laboratoire d'expérimentation que constituent les PASS, il ne faut jamais oublier que la loi de 1998, dont j'ai un souvenir assez précis, la loi de lutte contre les exclusions qui a permis à cette forme d'organisation d'être inscrite dans les textes, même si son développement a été plus difficile après. Cette loi de 1998, elle ne peut pas être déconnectée de la loi de 1999 qui a créé la CMU.
Ces deux textes qui ont été conçus, qui ont été construits de façon commune, en espérant que progressivement les dispositifs pourraient réduire les lacunes du système. Et d'ailleurs, quand vous reprenez le dossier de presse annonçant la loi de lutte contre les exclusions, je vais passer à la suite. Lorsque vous regardez ce dossier de presse, vous voyez que la CMU est annoncée lorsque la loi de lutte contre les exclusions est mise en chantier. Alors, je disais tout à l'heure, il y a des menaces aujourd'hui sur le système. Quelles sont ces menaces? La première, je crois que ce sont les clivages dans lesquels le système est aujourd'hui, selon lesquels le système est organisé. Clivage entre la santé publique et l'assurance maladie. On a du mal, je ne vais pas rentrer dans le détail, autrement le gros réveil va de nouveau me menacer. Mais clivage entre la santé publique et l'assurance maladie que l'on n'arrive toujours pas en France à considérer comme étant une unité. Deuxième clivage entre la ville et l'hôpital. On voit bien que l'hôpital, quelles que soient les velléités de réorganiser, de restructurer, de reconcentrer vers des missions pour lesquelles il est strictement indispensable, l'hôpital reste le palliatif de la ville dans un certain nombre de secteurs ou pour un certain nombre de populations, ce qui est évidemment complexe. Troisième clivage entre les médecins et les autres professions de santé. Nous avons en France un clivage particulièrement fort entre les deux, et je ne parle pas du clivage entre les professions de santé et les professions sociales. Lorsqu'on essaie d'organiser une prise en charge globale, et l'exemple des PASS est là encore pour montrer à quel point c'est important, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés relativement insurmontables. Deuxième menace, donc si on n'arrive pas à surmonter ces clivages, je crois vraiment que le système de santé qui pouvait les compenser tant qu'il était en expansion, va vers de graves déconvenues dès lors qu'il est rentré dans une phase de régulation avec des moyens qui seront plus contraints qu'au cours des 70 ans qui ont précédé. Deuxième étape, ou deuxième menace, c'est la responsabilisation financière. On est rentré depuis une quinzaine d'années dans une logique de la responsabilisation financière, et je ne parle pas que de l'augmentation du reste à charge, les forfaits, les tickets modérateurs, les franchises, qui ont pour effet évidemment de contraindre pour notamment la prévention et les soins courants le public, mais également la responsabilisation hospitalière à travers des systèmes comme le tarif à l'unité, c'est-à-dire la T2A. On est dans un schéma dans lequel on va imaginer que c'est le vecteur économique qui est le vecteur déterminant pour organiser et réguler le système. Et c'est cette idée que l'obstacle financier en faisant des forfaits, des franchises, en augmentant le ticket modérateur ou en laissant les dépassements d'honoraires se développer, ça permettra de rationaliser le recours au système de santé, ou qu'une tarification unitaire va permettre de rationaliser l'activité hospitalière, alors que l'on sait que l'une comme l'autre repose sur des schémas qui sont de nature différente. Et la troisième menace, qui est très liée à celle que je viens d'évoquer, et qui me servira de conclusion, c'est la transformation du système, que j'avais appelé il y a quelques années la métamorphose silencieuse des assurances maladie, qui conduit à ce que, grosso modo, pour les soins les plus courants, c'est-à-dire les soins de 70 à 80% de la population pour une année donnée, l'essentiel de l'accès aux soins dépend de l'assurance complémentaire. Une espèce de confusion des genres entre ce qui devait être un simple substitut, un simple complément pour une frange limitée de la dépense et de l'organisation du système de santé, et qui devient depuis une dizaine d'années, notamment depuis la loi de 2004, l'élément structurant de l'organisation du système de santé. Pensez au débat sur la loi sur les réseaux de santé organisés par les complémentaires. Pensez également à l'accord national interprofessionnel, qui conduira de nombreuses personnes âgées, j'en suis absolument convaincu, à avoir recours à des dispositifs de solidarité et de subsidiarité, y compris en allant vers l'hôpital. Pourquoi ? Puisque en donnant une assurance complémentaire, en permettant à une assurance complémentaire de se développer de façon automatique auprès de l'ensemble des salariés, les personnes âgées ou les chômeurs de longue durée qui sont dans des contrats individuels, qui n'auront pas accès aux contrats collectifs, vont voir leurs cotisations exploser parce que les bons risques seront passés des contrats individuels aux contrats collectifs. Donc on a dans les 2 ou 3 ans qui viennent une menace également importante. Alors dans ce contexte, et mon mot de conclusion, simplement de dire, je crois que vraiment l'organisation collective du système, ses modes de régulation, ses modes de tarification sont fondamentaux sur la prise en compte de l'humain dans le système, sur la façon dont on va vers l'individu, et que des mots d'ordre comme la reconquête de l'assurance maladie, mieux rembourser les dépenses, réduire la part des complémentaires, réorganiser le système au niveau local et laisser un petit peu les gens s'organiser sur le terrain au niveau des régions ou même au niveau infrarégional, sont aujourd'hui pas simplement des éléments de réflexion, de bonne gestion de colloque, sont des éléments absolument cruciaux
pour que la prise en charge puisse rester aussi égalitaire que possible, en tout cas ne soit pas de plus en plus inégalitaire. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse auprès du gros réveil.